Eh bien, merci beaucoup. Je remercie tout d'abord les organisateurs. C'est un véritable plaisir pour moi de venir là maintenant plusieurs années ici, d'être avec tous les analystes du Grand Sud-Ouest pour échanger, discuter. Je vais vous parler aujourd'hui effectivement du SOS Limbago. J'aurais pu vous parler de la SOS migraine, mais vous allez voir, c'est la même chose. Quand on sait gérer le Limbago, on pourra gérer votre migraine juste un petit peu après. Effectivement, moi je suis dans un groupe qui s'appelle Neurosport Anesthésie. On est sur Paris et on a mis en place une filière et je vais vous parler à la fois de la technique mais également des modalités de mise en place de la filière parce qu'on estime que la réalisation des procédures que vous savez tous faire, on verra qu'on pourra changer un petit peu le titre, eh bien, elle doit se faire dans une prise en charge globale pour s'assurer qu'on ne va pas passer à côté de diagnostics liés à ces limbagos. Donc j'ai probablement des conflits d'intérêts que vous trouvez dans Transparence. Et en fait, comme je vous disais, le titre, je vais un petit peu le modifier parce qu'en fait, c'est surtout, voilà, est-ce que vous êtes prêts à devenir chasseur de limbagos pour exterminer tous les limbagos? C'est plutôt ça en fait la question. Parce que la technique, vous savez tous la faire. Maintenant, c'est comment fait-on pour pouvoir aller les exterminer? Alors vous verrez, le premier exterminateur de limbago, il est juste devant, là, c'est Olivier Choquet. Et je vais un peu spolier ce topo. En fait, c'est venu d'une discussion avec Olivier Choquet il y a maintenant quelques années. Moi, j'étais dans un établissement où on avait un protocole qui s'appelait ETLA, qui était l'impact des blocs des réacteurs du rachis sur la douleur post-chirurgie du rachis. Et puis ça marchait pas. Et puis en fait, on s'est fait avoir par l'équipe de Nîmes qui a à ce moment-là publié son papier juste avant nous avec client. Donc on était un peu embêtés, mais on a les mêmes résultats. Donc c'était le plus intéressant. L'intéressant n'est pas de publier, c'est de se rendre compte qu'on avait la même sensation qu'eux. C'est que sur la chirurgie, ces blocs-là, ils marchent pas. Et puis Olivier Choquin, un jour, il me dit, moi je fais ça sur les limbagos. Et c'est comme ça que c'est né. Donc je vous ai spolié le truc. En fait, je vais vous parler de ces blocs-là dans la prise en charge de ces limbagos. Vous retrouverez des supports qui sont très intéressants et qui permettent de mettre en place ces filières, qui sont les documents qu'on a sur l'HAS et puis l'assurance maladie, qui sont beaucoup d'informations à la fois pour les patients, mais même pour les praticiens, sur la prise en charge de ces lombalgies aiguës communes ou spécifiques. Je vous invite à les télécharger, c'est vraiment très très bien fait. Il y a pas mal d'éléments qui sont issus de ces documents que vous allez retrouver. Je vais commencer d'abord par situer le limbago. Je suis sûr que vous en avez tous eu un quand on va voir la fréquence du limbago. Là, vous avez une publication qui vient de paraître dans une série d'une société de neurochirurgie et qui reprend un petit peu les éléments importants de fréquence et d'incidence des limbagos. On voit qu'on a une incidence annuelle dans le monde entier, on parlera après de la France, qui est de 11 à 38%, que sur une vie entière, il y a 40% des gens qui vont avoir un limbago. Ce qui est très intéressant comme autre élément, et c'est pour la raison pour laquelle nous on verra que la fréquence est beaucoup plus importante dans nos pays, c'est que tous les pays verts à revenus élevés, eh bien on a une fréquence beaucoup plus importante, probablement liée à deux choses. Le fait qu'on soit beaucoup moins actif et mobile que dans d'autres pays, des pays à plus faible revenu, les rosés, et puis aussi parce qu'on a une incidence de l'obésité qui est importante, et là aussi c'est probablement des facteurs de risque de ces lombalgies qui sont l'inactivité et ces sujets un petit peu à surpoids. Autre élément important, c'est l'impact que ça va avoir direct et indirect sur un plan économique. En France, c'est plus que des milliards d'euros dépensés pour la gestion de ces limbagos en arrêt de travail. On verra en Angleterre, c'est des dizaines de millions d'euros et c'est des centaines de millions d'euros aux États-Unis. Les points d'interrogation, c'est que autant pour les limbagos chroniques, on sait un peu quels sont les facteurs de risque ou les raisons pour lesquelles les patients ont des limbagos. Là, il y a quelques facteurs, mais pour la lombalgie commune, c'est difficile de savoir et d'apprécier ou d'appréhender ces facteurs de risque. Et autre élément qui est très important, et on le reverra, c'est ce que proposent nos tutelles, c'est que le premier élément qui permet d'éviter et qui permet de traiter le limbago, c'est le mouvement. Là, vous avez les chiffres qui sont les chiffres français que j'ai récupérés sur Amélie. Alors, comme vous pouvez le voir, la fréquence, c'est 70 à 85% de la population aura une lombalgie commune dans son existence. Le pic de fréquence, c'est moi, c'est 40-60 ans. Et puis, il y a 50% de personnes qui auront une récidive de limbago au cours de leur existence. Vous avez vu après, c'est des chiffres importants en termes d'accidents de travail, d'arrêt de travail, 20% d'accidents de travail, 15% d'accidents de trajet, 2 mois d'arrêt, des milliards nécessaires pour la gestion de ces arrêts de travail ou la prise en charge de ces patients qui ont des lombalgies.
Dans 90%, ces lombalgies communes, elles vont céder en 4-6 semaines, et puis vous allez avoir des lombalgies qui vont durer entre 4 et 12 semaines dans 3% des cas, et vous avez 7% de lombalgies qui deviennent chroniques, donc qui vont durer plus de 3 mois. Ce qui est important, c'est le petit diagramme qui est sur la droite, c'est juste les professions qui sont plus sujettes aux lombalgies, et si vous regardez, nous, les professions de santé, on est un gros pourvoyeur, en tout cas notre environnement est un très gros pourvoyeur de lombalgies communes. Ça veut déjà dire que quand vous allez mettre en place ces structures ou ces prises en charge, vous allez forcément commencer comme tout le monde par vos familles et vos collègues, parce que vous allez forcément avoir autour de vous un brancardier, un infirmier. Je me souviens d'une aide opératoire qui était arrivée, qui ne pouvait quasiment pas opérer. Avec Frédéric Le Sachet, on l'a retournée, on l'a allongée, on l'a bloquée et elle est allée travailler. Donc vous pourrez tous le faire, ça va très vite, ça marche très bien. On l'a remise au travail, s'il vous plaît. Ça fait un peu années 80 et c'est moche. Élément important, les lombalgies communes, c'est 85% des douleurs lombaires, et vous avez des lombalgies spécifiques, c'est 15% de la lombalgie. Et c'est là que c'est important à savoir, c'est quand on va prendre en charge et mettre en place cette filière, c'est pour s'assurer de bien dépister ces 15% de lombalgies spécifiques qui vont pas contre-indiquer notre prise en charge, mais nécessiter une autre prise en charge. Alors, quelle est la prise en charge principale de la lombalgie? C'est simple, vous l'avez ici, il y a même une application de l'assurance maladie. C'est simple, c'est la mobilisation. Il faut rapidement être mobilisable, il faut rapidement se mobiliser. Vous avez des applications pour faire des exercices, vous avez des petites fiches, et ce que je vous ai mis tout à l'heure, pour faire des exercices. Il faut aller chez le kiné, il faut se mobiliser. Donc tout ça, c'est simple, mais vous avez tous connu le moment où on ne se mobilise pas. En fait, le moment où on se mobilise, c'est ça, c'est que vous avez votre lésion est forte, vous avez donc votre lumbago, vous avez cette expérience douloureuse, mais vous n'avez pas de crainte, vous n'avez pas de kinésiophobie, et puis vous vous confrontez à cette douleur, vous vous mobilisez, et puis tout va bien. Ça, c'est la vie de beaucoup de lombalgies ou d'éléments qui ne sont pas trop impactants dans la vie quotidienne. Et puis vous avez des fois où cette expérience douloureuse, eh bien avec la kinésiophobie, elle vous rentre dans un cercle complètement vicieux qui fait qu'après, vous ne bougez plus, vous restez bloqué. Vous voyez les patients arriver à 90 comme ça, et là, vous ne pouvez plus vous mobiliser. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Nous, ça nous est tous arrivé. On a un petit peu prolongé avant d'y aller, puis on y est allé, et puis ça s'est très bien passé. Donc quand on est dans cet élément-là, comment fait-on pour se retrouver sur un cercle vertueux qui n'est pas de crainte? C'est d'utiliser soit des antalgiques, soit on le verra, nos techniques d'anesthésie loco-régionale. Et pourquoi nos techniques d'anesthésie loco-régionale, elles sont pertinentes? Parce que quand on prend les antalgiques, malheureusement, eux, ils ne sont pas pertinents et ils ne sont pas efficaces. Vous avez sur le tableau de gauche, qui sont les recommandations de l'HAS, les différents traitements qui sont proposés. Alors, vous avez vu les anti-inflammatoires, opioïdes, antidépresseurs, gabapentinoïdes, oh là, j'ai trop bu. Eh bien, le seul qui fonctionne, en fait, c'est un peu l'anti-inflammatoire. Le reste, vous n'avez pas d'éléments suffisants pour dire que ces antalgiques sont efficaces pour traiter un lumbago. Vous avez sur la droite, ce sont des recommandations européennes. Et là, en fait, tout ce qui est vert, c'est pertinent. Donc, la partie au milieu du tableau, c'est les lombalgies. Eh bien, vous vous rendez compte que ce qui est pertinent, c'est la kiné, la mobilisation, le massage, tous ces éléments qui vont permettre de passer le cap quand on n'a pas de kinésiophobie. En revanche, les traitements, ils sont tous en jaune ou en orange, donc très peu efficaces ou moins efficaces sur ces douleurs lombaires. Ce qui n'est pas le vrai du tout pour les douleurs cervicales. Les cervicalgies, comme vous pouvez le voir, eux, les médicaments sont plutôt assez efficaces, et c'est pour ça qu'on a probablement moins d'indications, et tant mieux, parce qu'on a souvent moins envie d'aller dans cette région-là, même si on pourra parler de la migraine, il y a quand même des techniques qu'on peut mettre en place. Donc la cervicalgie, vous avez des médicaments, en gros les lombalgies, vous n'en avez pas et ça ne marche pas. Il y a un très beau papier du Lancet qui va renforcer le fait que ceux qui ont des urgences, eh bien il faut mettre en avant l'intérêt de nos blogs sur les urgences. Pourquoi? Parce que les patients, quand ils arrivent aux urgences, ils ont des lumbagos, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à les traiter, on n'arrive pas à réduire ces douleurs lombaires, et on passe aux opioïdes. Et là, vous avez une belle étude avec près de 350 patients en Australie sur 6 ans, où ils ont utilisé opioïdes, pas opioïdes, et ils ont regardé la douleur sur plusieurs semaines. Et en fait, vous n'avez pas de différence opioïdes, pas opioïdes. En gros, les opioïdes, comme je vous le disais, tous les traitements médicaux qu'on va mettre en place ne sont pas efficaces. Et c'est là qu'est arrivé Olivier Choquet. C'est pas le Messie, mais on n'est pas loin en fait. Et donc, il nous a fait cet abstract qui est passé, à mon avis, inaperçu pour tout le monde, et qui était pourtant une vraie révolution dans la prise en charge de la lombalgie aiguë commune. C'est pas que je l'aime et qu'il est à côté de moi, sinon il va me péter la figure, mais c'est simplement parce que c'est vrai, c'est très pertinent ce qu'ils avaient mis en place. Et eux, ils avaient fait une prise en charge médicale ou des blocs, dont on parlera.
Mais la technique, en fait, c'est un prétexte, vous verrez, c'est pas compliqué, vous pourrez un peu faire comme vous le souhaitez en termes de procédure. Et il s'est rendu compte que lorsqu'il les développe par rapport à la prise en charge médicale, eh bien, il avait un bénéfice en termes de EVA, niveau de douleur, et également en termes de FL, c'est une échelle d'incapacité fonctionnelle dont je vais vous parler juste après. Et il montrait que très rapidement, on avait ce bénéfice. Quelques années après, il y a une équipe d'Ardèche qui a fait la même chose, qui a présenté un abstract à l'ESRA, qui est la même chose et qui remontre et qui reconfirme la pertinence. On a de la chance parce que l'équipe de Montpellier elle continue à travailler à ce sujet et là va développer un gros travail justement pour montrer et illustrer la pertinence que l'on a, nous, en tant qu'anesthésistes, sur la prise en charge, mais comme je vous le dirai encore et comme je vais vous montrer, dans une filière globale. Alors ça, c'est l'échelle d'incapacité fonctionnelle qui sont utilisées. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'échelles qui peuvent être utilisées. Je pense que c'est important, lorsqu'on met en place ces filières, d'avoir des échelles, donc les EVA que vous connaissez, mais aussi des échelles d'incapacité pour s'assurer que les patients n'ont pas mal et en plus ont un bénéfice sur leur capacité fonctionnelle pour pouvoir refaire ce dont on parlait un petit peu avant, le mouvement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mal, ils recommencent à pouvoir se mobiliser et c'est bon, ils vont rentrer dans ce cercle vertueux. Alors nous, on n'utilise pas l'EFL parce que c'est un peu compliqué à mettre en place. Ce qu'on fait, c'est la distance pied-main, c'est-à-dire qu'on demande aux patients de se mobiliser, je vous montrerai une vidéo, et puis après on regarde si on a une vraie modification sur la mobilisation du patient, on le collige sur nos feuilles, nos comptes rendus de prise en charge de ces patients, et puis après ils vont chez le kiné. Donc en tout cas, ce qui est important très probablement, c'est qu'il ne faut pas simplement s'arrêter sur les EVA, mais faire EVA et également une échelle de remobilisation de nos patients. Alors comme je vous le disais, ce qui marche, et ce qu'ont montré l'équipe de Montpellier, c'est que c'est l'ALR qui fonctionne. Alors après, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est quel ALR fonctionne. Et quand vous allez regarder la littérature sur des lombalgies qui peuvent être chroniques ou communes, eh bien vous avez plein de termes qui vont sortir. Vous avez les rameaux dorsaux, les facettes, les érecteurs, le thoracolombaire, le clunéal, le trigger point, tout ça c'est un peu difficile, mais vous allez voir qu'en fait on peut résumer ça simplement, c'est la zone douloureuse et puis trouver un point un peu intéressant qui peut être justement cette trigger zone. Ce qui est important, c'est ce que vous avez sur la partie droite, c'est simplement l'innervation de la partie postérieure, donc la partie lombaire et postérieure, c'est ces rameaux dorsaux qui vont innerver effectivement les articulaires, les muscles, les fascias, et ça c'est important le coup des fascias, il y a probablement des récepteurs dans ces fascias qui ont des connexions directes avec la corde postérieure, donc d'infiltrer ces fascias est peut-être une solution plus que le médicament, mais la zone d'infiltration au sein de ces fascias pour avoir ces récepteurs, en tout cas bloquer ces rameaux dorsaux, où qu'on veuille, pour pouvoir décontracter, et on le verra sur un papier italien, décontracter un petit peu cette zone qui peut être une zone un peu trigger. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai bénéfice à faire l'une ou l'autre de ces techniques? Probablement pas. Là, je vous l'ai remis. Si jamais vous vous y intéressez, vous retrouverez pas mal de noms dans la littérature. Il y a eu un travail qui a été fait par El Bogdadi, qui a un truc incroyable sur la nomenclature et qui a un petit peu nettoyé tout ça et qui laisse que dans la région dorso-lombaire, simplement 3 blocs. Donc le paravertébral, l'érecteur du rachis et puis le rétrolaméaire. Et vous voyez, l'objectif, ça va être de bloquer ces rameaux dorsaux, soit sur la transverse, soit en regard des lames vertébrales. Et puis vous allez être tranquille pour avoir l'ensemble de, probablement, fascia et rameaux dorsaux, et donc un relâchement, une décontracture de l'ensemble. Donc c'est ça le concept, c'est d'aller faire ces blocs-là, on pourra en rediscuter, dans cette zone douloureuse, en regard de la transverse pour un érecteur, soit en regard de la lame pour un rétrolaméaire. Maintenant, quel est le mécanisme? Et là, je pense que l'équipe de Montpellier va vraiment nous apporter des éléments très intéressants, j'espère, vite. C'est qu'on ne sait pas si c'est le médicament qui est efficace ou si c'est le relâchement qui est efficace. Là, je vais vous montrer 2 études qui ont été faites où, dans ce travail, les auteurs comparaient de la lidocaïne avec du sérum physiologique sur des syndromes myofaciaux, donc sur des zones en fait où on a une trigger zone musculaire, une contracture musculaire, et c'est de cette contracture musculaire que vous allez avoir une douleur musculaire un peu plus large. Et ils ont montré, donc ils n'ont pas fait que sur la chirurgie, sur la lombalgie commune, toutes ces zones de trigger qu'on peut avoir, qu'on connaît bien, le trapèze, lombaire, d'autres zones trigger. Et eux, ce qu'ils ont montré, c'est que rien que l'injection dans cette zone-là trigger, eh bien, générait une diminution du seuil douloureux. Donc en fait, il y avait probablement un effet médicament, mais également probablement un effet distension, relâchement musculaire. Et ça a été refait sur des séries, après qui ne sont pas des séries énormes, mais ça a été refait là sur
sur cette série où les auteurs n'ont utilisé que du sérum fixe, c'est un peu dommage. Et ils ont montré que quand ils injectaient, donc on peut le voir en bas, au contact de la lame dans le multifidus, qui est ce muscle qui est logé le long de l'apophyse épineuse et de la lame, dans lequel il va cheminer ce rameau dorsal, dans lequel aussi vient se cheminer ce fascia, et bien vous aviez vraiment, après l'injection, une diminution du seuil douloureux. Donc il y a probablement un mécanisme qui est aussi un mécanisme très local, en plus du mécanisme d'anesthésie locale, et peut-être aussi une grosse pertinence d'injection dans les fascias. C'est ce qu'on voit ici, où dans cette étude italienne, c'est pas une étude, pardon, c'est 2 cas cliniques d'une équipe italienne, qui est le même auteur. Ils ont utilisé l'élastographie, et ils se sont rendus compte qu'avant l'élastographie, on avait des zones qui étaient assez inhomogènes. Et donc pour eux, l'inhomogénéité, c'est plutôt de la contraction musculaire, c'est plutôt de la densité musculaire. Et qu'après l'injection, eh bien, ils avaient, l'anesthésie locale, ils avaient une image qui devenait plus homogène en termes de couleur, et qu'ils avaient probablement une souplesse musculaire qui revenait. Donc on voit bien qu'on a cet effet probablement sur cette densité musculaire, ce relâchement qu'on va avoir. Et si vous en faites, et quand vous en ferez, vous verrez que les patients vous montrent souvent une trigger zone, que parfois sur cette trigger zone, on a l'impression d'avoir des zones hyperéchogènes. Alors des fois, après, on s'extase tellement, on trouve ça tellement merveilleux qu'on trouve des trucs qui n'existent pas, quoi. Mais dans ces zones-là, qui peuvent être un peu douloureuses en termes de progression d'aiguille et d'injection, et bien tout d'un coup, on va avoir ce relâchement et cette efficacité, qui est une efficacité vraiment très rapide. Alors maintenant, comment ça se passe? Quelle procédure, nous, on a utilisée? Pour la technique, on verra après la procédure globale qui est la filière. Eh bien, on met les patients en décubitus ventral. Un des éléments importants d'efficacité, c'est un peu idiot ce que je vais vous dire, c'est basé sur rien, c'est le temps qu'on va mettre le patient à s'allonger. Quand vous avez un patient qui s'allonge rapidement, vous savez très bien pertinemment que l'efficacité ne sera pas énorme parce que déjà son niveau douloureux n'est pas énorme. Quand vous avez un patient qui met 5 minutes à s'allonger et qui a du mal à mettre les jambes sur le brancard et à s'allonger et qui fait tout le temps, là vous êtes certain, quasiment certain, que ça va être efficace parce qu'il a un niveau douloureux qui est tel que rien que le passage de 8-9 à 4, ça va être bon. Les autres patients qui se mettent rapidement sur le ventre, ils ont des seuils qui ne sont pas élevés et en fait le delta est tellement pas important que pour eux, il n'y a pas de modification énorme sur leur vécu du lumbago et c'est la reprise fonctionnelle du lumbago. Donc déjà, la mise sur le ventre est quelque chose d'assez important. Ensuite, nous, on demande aux patients de nous localiser sa zone douloureuse dans le dos. On fait des blocs qui sont bilatéraux. On reperce, comme je le disais, muscle, os, fascia. Et on va injecter de la ropie des 2 côtés, 20 cc. Vous injectez, là encore, il n'y a pas de règle, je pense, en termes de médicaments. Et on va injecter plutôt en rétro-lamaire. On va essayer d'avoir ce fascia le long du multifidus. C'est un choix qu'on a fait d'équipe, mais d'autres équipes font des érecteurs. Je pense que la pertinence et l'efficacité sera, je pense, exactement la même. C'est ce qu'on ressent un petit peu dans la littérature. Ce qu'il faut, c'est avoir une technique, à mon avis, on en parlait tout à l'heure, qui soit reproductible et qui va assurer tous les collègues avec qui vous travaillez de le faire en sécurité et s'assurer que dès qu'un patient viendra, et quel que soit le médecin anesthésiste en place, eh bien, le patient puisse bénéficier d'un bloc et donc rendre quelque chose de très reproductible en termes de facilité. Et puis après, on a l'évaluation. Ce monsieur-là, Vicente Roques, il a fait des films incroyables et si vous scannez, vous allez tomber sur tout ce qu'il peut proposer dans la région thoraco-lombaire en termes de blocs. Donc vous allez retrouver l'ensemble de ces vidéos sur le cervical, le thoracique, le lombaire, le sacré, et il vous décrit très simplement et très joliment l'ensemble de ces blocs. Il vient de finir les vidéos d'un livre sur l'ALR et l'anatomie. C'est un garçon vraiment incroyable. Si un jour vous le rencontrez, je vous invite à vraiment aller le voir parce qu'il est Vicente Roques, c'est vraiment quelqu'un d'assez fabuleux. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu quel était le cadre et comment ça marchait, il faut probablement l'inscrire dans une prise en charge, comme vous le disiez, globale. Et c'est ce que nous propose l'HAS. Vous avez ici la prise en charge de la lombalgie par l'HAS. On n'est pas dessus. Non, c'est pas, pardon, vous l'avez à gauche, mais à droite, c'est la prise en charge au HUG à Genève. Mais c'est la même chose, en fait. Dans la prise en charge de la HAS, nous, on n'est pas présents. Mais ce qu'il faut simplement faire, c'est probablement reprendre cette procédure, ce protocole de prise en charge, qui est évaluation, déterminer les signes d'alerte, prise en charge multidisciplinaire et réévaluation. Et au sein de cette prise en charge qui nous est proposée, eh ben, d'implémenter notre action qui va être un bloc à un moment où le patient ne peut pas se mobiliser pour le rendre apte à la mobilisation assez rapidement. Alors comment on a fait nous chez nous on a repris ce protocole du HUG et de l'HAS, on a créé le nôtre, vous pouvez aller le reprendre là, on a fait une petite fiche à ce sujet, et je vais vous le décrire un petit peu, et
ce sur quoi je veux vraiment appuyer, c'est ce côté multidisciplinaire. C'est important d'impliquer l'ensemble des praticiens qui travaillent avec vous, que ce soit des urgences quand vous en avez, ou des médecins, des chirurgiens, ou des médecins du sport, ou des médecins de la douleur, ou des kinés quand vous en avez. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a impliqué l'ensemble des praticiens de Drouot. Donc, vous avez ici en bas des médecins du sport, des chirurgiens en haut et en bas, et des kinés. Et tous ces praticiens sont impliqués et nous téléphonent dès qu'un lumbago arrive dans l'établissement. Donc en gros, les lumbagos ne sont jamais adressés directement, ils passent au départ par une évaluation par un des collègues avec qui on travaille. Pourquoi une évaluation ? Eh bien, pour aller déterminer et envisager ces signes d'alerte. Ces signes d'alerte, c'est qu'on n'est plus dans une lombalgie commune, mais qu'on est dans une lombalgie spécifique ou secondaire. Ce qui n'est pas grave sur notre prise en charge. Mais simplement, ça nécessite une imagerie, une évaluation pour s'assurer de ne pas passer après un diagnostic infectieux, néoplasique, traumatique, qui pourrait après retarder la prise en charge du patient. Donc ce qu'il faut, c'est la lombalgie commune n'a pas besoin d'examen et vous pouvez faire directement votre bloc. La lombalgie spécifique, eh bien, vous pouvez le faire si vous voulez aider le patient qui est vraiment dans une posture difficile, mais il faudra envisager eh bien, une imagerie pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion responsable. Après, comment ça se passe ? Ben, c'est simple, comme je vous disais, on évalue à la fois la douleur, mais également la capacité fonctionnelle. Les patients qui ont une incapacité fonctionnelle qui est modérée, eh bien, ils vont chez le kiné dans notre réseau de kinésithérapie, et puis ça suffit. Et les patients qui ont une incapacité fonctionnelle qui est très sévère ou très invalidante, c'est ces patients-là qu'on récupère, à qui on fait ce bloc pour passer le cap douloureux, pour passer le cap de kinésiophobie, pour les remettre dans un cercle vertueux pour aller après chez le kiné. Donc, ils ont tous après des séances de kiné. Le patient fait ce qu'il veut, on ne peut pas leur imposer la kinésithérapie, mais en tout cas on leur suggère de la kiné après ces lombalgies. Et ce qu'on fait après, on remet, nous, dans l'établissement pour suivre un peu les recommandations de l'HAS, et bien une ordonnance avec une réévaluation au bout de 2 à 4 semaines pour s'assurer que le patient a passé le cap de sa lombalgie. Je vous disais, normalement, il y a 80% qui ne devraient plus avoir de douleur. Et ça permet aussi de déterminer des patients qui vont avoir ces drapeaux jaunes, qui sont des troubles sociaux, psychologiques, des difficultés qui impactent la récupération et qui vont nécessiter, dans ce cas-là, une prise en charge un peu spécifique. Donc c'est important aussi d'avoir cette réévaluation pour s'assurer que la lombalgie sera terminée et qu'on ne va pas avoir un patient qui risque de se chroniciser. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà un des exemples. Donc une petite dame qui arrive, vous avez vu, elle avait vraiment du mal à se mobiliser. Le bloc est réalisé en salle de réveil tranquillement, et puis 30 minutes après, la gentille dame, elle s'en va, et puis je vous disais, nous, ce qu'on fait, c'est la distance pied-main, et quand les patients disent qu'ils arrivent quasiment à se remobiliser comme habituellement, eh bien ils sont prêts à rentrer tranquillement à domicile. En gros, une des conclusions, c'est ce que vous avez en gros là-haut, parce que ça passera, vous y passerez probablement tous par cette sentence, c'est see one, do one, teach one, have one. C'est-à-dire que vous irez tous, on y va un jour, on n'a pas envie, mais on y va, et puis on se rend compte que ça marche bien. On y mettra forcément des amis ou des collègues ou des gens qu'on croise dans la rue qui vous disent j'ai mal et vous leur dites venez demain et qu'on arrive à améliorer. Et puis vous allez l'apprendre à vos collègues qui vont aussi l'apprendre à d'autres collègues, et c'est comme ça qu'à mon avis on peut faire boule de neige pour rendre service aux gens. C'est pas quelque chose de difficile si on l'encadre bien et on rend vraiment service. Et dessous vous avez eu des patients qui nous envoyaient des avis Google ou je ne sais plus trop quoi, sur lesquels ils étaient très contents. Une petite histoire pour finir, c'est le premier qu'on ait fait, qui était un jeune homme qui s'appelle Sébastien. On lui a fait dans la période de Noël, les périodes des fêtes, et maintenant c'est un truc bête, hein, mais tous les ans, à la même époque, il me rappelle pour me dire merci. Je sais pas, ça fait 4 ans qu'il m'appelle. Salut, c'est Seb, j'ai jamais appelé Sébastien. C'est comme si on était des potes à la compote. Et il me dit, ça fait maintenant 4 ans, c'est super. Je fais, très bien, monsieur. Et il est content, voilà. C'était le premier qu'on ait fait, il était assez rigolo, on avait fait un film marrant avec Frédéric. Donc en conclusion, c'est pas difficile, c'est des pratiques que vous connaissez, mais qu'il faut vraiment intégrer dans un parcours spécifique, multidisciplinaire. Il faut impliquer l'ensemble des praticiens avec qui vous travaillez. C'est de l'ALR qu'on fait sous échographie, avec une procédure, à mon avis, qui doit être identique pour l'ensemble. Et quand on l'a fait pour le lumbago, après, vous pourrez le décliner. Vous pourrez le décliner pour des épaules gelées, vous pourrez le décliner pour, on a fait des zonas chez un anesthésiste qui venait du Brésil, vous pourrez le faire pour des migraines. Après, vous pourrez le décliner, simplement, si vous le déclinez, là encore, je pense qu'il faut le décliner dans une filière ou dans un parcours bien spécifique pour s'assurer de le faire de manière pas convenable sur un plan technique, mais convenable dans une prise en charge de ces patients qui ont des pathologies
non post-opératoires douloureuses, mais des pathologies aiguës médicales dans lesquelles je pense qu'on peut maintenant s'inscrire. Juste parce que je fais un peu de pub, si ça vous intéresse ces choses-là, il y a un congrès qui dépend d'une société savante européenne sur lequel on en parle, et il y a des journées qui sont organisées le 25 janvier auxquelles je vous invite à participer, soit à Paris, soit en ligne, soit en différé. Je vous remercie.